Voilà, c'est l'heure. Donc, bienvenue à ce webinaire sur comment construire une résilience pérenne sur la base de la théorie des contraintes. Donc, tout d'abord, un petit mot sur le fonctionnement. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions grâce au bouton des questions en bas de votre écran. Vous verrez les questions des autres. Donc, vous allez pouvoir voter sur les questions des autres si vous les faire passer plus prioritaires. Je répondrai aux questions à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à les inscrire dès le début, enfin dès que vous en avez l'occasion. Vous pouvez utiliser le chat pour communiquer avec soit tout le monde, soit seulement avec moi. Je l'ai devant moi, donc s'il y a un problème, normalement je le vois. Merci surtout de garder les questions dans le fil des questions, les commentaires dans le fil des commentaires, afin que je ne risque pas de rater une question. Vous pouvez aussi utiliser la fonction lever la main. Normalement, je devrais vous voir à ce moment-là. Et si vous avez un souci, c'est le moment c'est un bon outil pour attirer mon attention. Après le webinaire, à la fin du webinaire, je mettrai un sondage pour avoir un premier feedback. Je vous remercie d'avance de participer. Le webinaire est enregistré. Il sera publié sur YouTube. Je vous enverrai un lien avec donc pour y accéder, ainsi que télécharger la présentation. Ensuite, je ferai aussi un article qui va reprendre une partie du webinaire et vous le recevrez aussi. Donc, construire sa résilience. Construire la résilience, c'est quelque chose dont on parle beaucoup maintenant et qui est important, surtout on est en plein milieu d'une crise. Mais la résilience est la capacité d'une organisation en fait, à survivre à des désastres et à s'adapter face à un changement. Le changement peut être rapide, après un désastre, dans une crise, ou il peut être long. Ça peut être un changement d'habitude de vos clients qui vous oblige donc à changer, à vous adapter. Le maître mot dans la résilience, c'est adaptation et changement. Vous faites face à un changement, vous vous adaptez. Alors, beaucoup de gens utilisent le mot continuité d'affaires et résilience pour la même chose. Ce n'est pas vraiment la même chose. La résilience, c'est un peu plus large, on va le voir un peu plus large, mais ce n'est pas, la résilience, ce n'est pas la continuité d'affaires ou la reprise d'activité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas éviter des suppressions d'emplois, des pertes de chiffre d'affaires, ou ce n'est pas construire une réserve de cash pour survivre. C'est vrai que construire une réserve de cash pour survivre peut permettre de s'adapter et de survivre, mais ça ne vous pousse pas à vous adapter. Or, ce qui est important en résilience, c'est le terme adaptation. Ce n'est pas une tactique, ce n'est pas des procédures, ce n'est pas une stratégie dans le sens commercial du terme, c'est une culture. La résilience doit s'imprégner dans la culture de votre société et doit permettre de développer un sens de l'adaptation, d'anticipation. Ça doit rentrer dans l'ADN de votre société. La résilience, c'est une caractéristique de la société. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un plan d'action. C'est bien plus profond que ça. Sans résilience, si vous faites un plan à 5 ou 10 ans, est-ce que ça a vraiment un sens? Parce que ça semble plutôt un vœu pieux. Si vous n'avez pas la capacité de survivre à la prochaine crise, comment peut-on croire que vous allez tenir votre plan à 5 ou 10 ans? Alors, la résilience et la continuité d'affaires, c'est pas la même chose, mais c'est lié. La continuité d'affaires, c'est éviter l'interruption d'activité, donc éviter le disparaître du marché. Il y a une catastrophe, il y a un désastre, ça soit une crise, ça peut être social, ça peut être autre chose, ça peut être environnemental, ça peut être sanitaire comme maintenant, et simplement, on doit faire en sorte que la société ne disparaisse pas du radar. Ça doit permettre aussi de vous préparer à reprendre l'activité par la suite et éviter peut-être une responsabilité. Par exemple, si vous êtes une assurance,
vous avez l'obligation d'enregistrer les claims et donc la continuité d'affaires vous permet de répondre à vos obligations légales, mais elle ne vous permet pas, elle n'a pas pour but de prévoir, vous allez fonctionner, croître ou vous adapter à une situation longue. La résilience, c'est le complément. C'est une fois que la continuité d'affaires a agi, c'est donc comment votre organisation est faite pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir reprendre ce niveau dégradé et l'amener à nouveau à un niveau qui vous permet de vous développer. Parce que aujourd'hui, et des statistiques américaines le montrent, parce qu'en fait, il n'y a principalement que l'Agence fédérale pour la gestion des urgences qui sort ce genre de statistiques, mais une très grosse partie des sociétés qui subissent un désastre et y survivent ferment dans l'année ou les 2 années qui suivent, surtout les petites et moyennes entreprises. À peu près 50% ne survivent pas sur le long terme. La résilience, c'est ce qui leur permettra de survivre. Non seulement de survivre sur le coup, grâce à de la continuité d'affaires, mais aussi de se réadapter, de se réinventer et de redémarrer. Donc, ça comporte aussi d'autres concepts qui sont la gestion des risques, l'amélioration continue, on va voir ça aussi dans la suite. Tout ça fait partie de la résilience. C'est donc quelque chose d'assez large, assez global. Les principes de la résilience ont été publiés récemment dans un standard ISO. On l'a depuis maintenant 3 ans, il est sorti fin 2017, donc 2-3 ans. Et pour eux, les principes de la résilience, c'est de mettre une organisation dans les domaines suivants. Une vision partagée, une clarté de la raison d'être, parce qu'en fait, si vous n'avez pas une vision, vous adaptez à quoi, comment, pourquoi. Ce premier point, c'est en fait le pourquoi de votre organisation. Une compréhension et la capacité d'influencer son contexte. Effectivement, vous devez pouvoir anticiper les modifications, anticiper les variations de concepts, détecter les points d'inflexion de votre contexte et être capable d'influencer, de réagir et au besoin de changer votre contexte, de changer votre façon de travailler pour pouvoir vous adapter et continuer à croître. Un leadership efficace, partagé et discipliné. Bon, ça parle, je pense, de soi-même et surtout la discipline, que tout le monde soit aligné. Donc, on revient aussi au premier point, une vision partagée, parce qu'une vision partagée vous permet de discipliner vos leaders. Une culture de l'amélioration continue et qui reconnaît le besoin de résilience. En fait, c'est la culture qui va annuler quelque chose qu'on entend trop dans la plupart de nos sociétés, qui est « mais on a toujours fait ça comme ça ». Non, ça c'est une phrase que vous ne devriez plus entendre. Ça ne devrait plus exister. Vous devez, une culture d'amélioration continue, c'est comment peut-on faire pour améliorer, comment peut-on faire pour aller plus loin, comment peut-on faire pour avoir plus de profit, pour avoir plus de stabilité, plus de résistance à un changement. Par résistance, c'est de capacité de survie. Ce n'est pas résister à un changement pour éviter que ce changement arrive, parce que de toute façon, les changements, s'ils sont profonds, vous pourrez essayer de résister autant que vous voudrez. Dans ce cas-là, simplement, vous deviendrez obsolète et vous ne serez pas en train d'être résilient. Les connaissances et les informations correctement partagées, ça veut surtout dire que les informations doivent pouvoir être accessibles par ceux qui en ont besoin. Et on va revenir là-dessus après. Les bonnes ressources au bon endroit, c'est effectivement avoir suffisamment de ressources suivant le moment. Ça veut dire aussi en business continuity ou en continuité d'affaires, choisir les ressources qu'il vous faut au moment où vous allez en avoir besoin. Et les mettre aussi au bon endroit, c'est-à-dire en bonne capacité à fonctionner et en bonne capacité pour répondre aux besoins et faire fonctionner la société.
Alors, comme je vous l'ai dit, on va traiter de la résilience par la théorie des contraintes. Alors, la théorie des contraintes, elle ne porte pas vraiment bien son nom. C'est vrai que la théorie des contraintes, ce n'est pas très sexy comme nom, et ce n'est pas une théorie. C'est une méthodologie de management. Elle date des années 80, 84. 84, c'est quand est paru le livre Le But d'Eli Goldratt. Goldratt est un physicien israélien basé aux États-Unis qui a découvert ou mis au point un mode de fonctionnement qui, par moments, est assez contre-intuitif, mais va permettre une nouvelle approche d'amélioration continue. Donc, ce n'est pas que de la qualité, l'amélioration des opérations, principalement. Ça a d'abord été appliqué dans le domaine de la production industrielle, puis ça s'est étendu aux services commerciaux, au soft par les services software as a service, à la gestion de projet avec la critical chain, à la distribution, à la logistique et aussi au système de santé. Il y a eu une grosse réforme menée dans le système de santé anglais il y a déjà plus d'une dizaine d'années, grâce à la théorie des contraintes, qui leur a donné une meilleure clarté sur comment gérer les hôpitaux et comment gérer surtout le temps des docteurs dans les hôpitaux. Ils se sont rendus compte que le temps des docteurs était en fait leur contrainte et qu'il fallait donc protéger les docteurs afin d'avoir une meilleure efficacité. Donc c'est tout à fait l'actualité en ce moment. Alors, les principes de la théorie des contraintes, il y en a quelques-uns. Vous allez pouvoir penser que c'est un petit peu trop peut-être humaniste ou un peu trop, vœu pieux, mais en fait pas vraiment. L'expérience montre que c'est vraiment correct. Donc déjà, le but d'une société, c'est de faire de l'argent aujourd'hui et encore plus dans le futur. Alors, c'est pas être capitaliste, c'est simplement reconnaître deux choses. Qu'une société qui ne fait pas de profit, ce n'est pas une société qui va durer. Elle ne peut pas. Elle ne peut simplement pas soutenir l'effort d'exister. C'est comme si vous ne mangez pas, vous ne pourrez pas vivre. Ben, c'est pareil. Si vous ne faites pas de profit, la société, elle ne va pas survivre. Et ça veut aussi dire qu'on va pouvoir mettre en place des mesures de performance basées sur un résultat financier. Quel que soit l'activité, on peut la ramener quelque part à un problème financier. Ce qui permet d'avoir une mesure qui donc permet de comparer les choses et non pas des pommes avec des poires. Maintenant, l'important, pourquoi la théorie des contraintes? Parce que Eli Goldratt est donc un physicien et il émet non pas une hypothèse, mais quasiment un axiome qui dit la production d'un système est limitée par une et une seule contrainte à un instant donné. Alors, l'image que l'on en donne souvent, c'est une chaîne. Si vous avez une chaîne, combien de maillons le plus faible une chaîne a-t-elle? Elle en a évidemment un, c'est le plus faible. Si vous tirez les deux bouts sur une chaîne, elle va casser, non pas sur 10 maillons, mais sur un seul. Donc, la production, c'est-à-dire la force de la chaîne, est limitée par un seul élément, la faiblesse du maillon plus faible. Si vous voulez, alors ça a un corollaire, si vous voulez renforcer votre chaîne, vous allez renforcer le maillon le plus faible jusqu'à ce qu'il ne soit plus le plus faible et qu'il y en ait un autre soit plus faible. À ce moment-là, vous allez renforcer l'autre. Mais mettre un petit peu de métal sur tous les maillons, ça ne va rien changer du tout. Alors, vous pouvez penser c'est évident. Eh bien, en définitive, ça ne l'est pas autant. Je vous en donne un exemple. Ça voudrait dire qu'en fait, dans votre maillon le plus faible, vous devriez investir dans ce maillon plus faible et seulement sur lui pour améliorer votre système. Et pourtant, la plupart des sociétés, chaque année, prennent les investissements, les divisent en petits morceaux et saupoudrent un peu partout. Donc, ça veut dire que, en gros, 90 ou 95% des investissements ne servent strictement à rien. En tout cas, n'amènent pas de résultats sur le profit de votre société.
Et ça, je pense qu'intuitivement, tout le monde peut être d'accord avec ça. Un autre point important, tout système aussi complexe qu'il paraisse est basé sur une simplicité inhérente. Le système le plus complexe auquel on puisse penser, peut-être, c'est l'univers. Des milliers de planètes qui bougent avec les unes par rapport aux autres, qui ont des interactions. Ça semble très complexe. Pourtant, si vous voulez décrire l'univers, vous allez utiliser la loi d'attraction universelle, la relativité restreinte, la loi de l'électromagnétisme, peut-être le principe d'incertitude d'Heisenberg. J'en oublie peut-être une ou deux, mais en gros, vous n'allez pas utiliser une centaine de lois, vous en utilisez 4, 5. Bon, en définitive, ce qui paraît très complexe est en fait relativement simple. En tout cas, à concevoir, peut-être, ça ne veut pas dire que c'est facile à modéliser, facile à expliquer, mais en tout cas, ça veut dire que quelque part, ce n'est peut-être pas la peine d'aller chercher très compliqué et que le rasoir d'Occam est quand même toujours aussi valable comme solution. Un point classique dans la théorie des contraintes, éviter les optima locaux, chercher un optimum global. Ça veut dire quoi? On connaît tous le cas de projet où quelqu'un dans une société a essayé de faire en sorte que son petit processus soit optimal, même si en l'optimisant, ça fait que le processus d'à côté, lui, fonctionne moins bien. On a souvent vu ça. J'ai rencontré pas mal de sociétés aussi qui cherchaient à automatiser, puisque c'est grand mot en ce moment, des processus, sans se rendre compte qu'en fait, ça allait mettre à mal leur processus à côté. Autre principe important, et là on rentre un peu dans le principe plus humaniste, les gens cherchent à faire bien. C'est que personne ne cherche à saboter les opérations de ce qu'il nourrit. Et de toute façon, si quelqu'un cherchait à le faire, vous seriez en train de l'évacuer et donc il ne le ferait plus. Donc, en fait, les gens qui collaborent avec vous cherchent à faire bien. Si les gens font mal, c'est parce que soit on leur a mal expliqué, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire bien, soit parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on attend d'eux. Les gens ont une capacité innée à réfléchir logiquement. Et vous pouvez vérifier ça. Si on vous explique les choses logiques, si on explique les choses pas à pas, que c'est basé sur une logique pure, qui n'est vraiment sans saut ahurissant ou sans court-circuit de logique, les gens ne peuvent que accepter, que d'être d'accord. Après, vous pouvez argumenter ou pas, mais principalement, les gens cherchent à avoir une réflexion logique. Autre point important, chaque conflit peut être résolu. Alors, par conflit, on entend plutôt chaque contradiction, chaque contrainte, chaque situation dans laquelle on a l'impression d'être bloqué, ou chaque opposition entre des gens qui ont simplement des intérêts qui semblent opposés. C'est qu'en fait, on peut toujours le résoudre et il y a toujours une solution gagnant-gagnant. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à comprendre dans les pays latins. Les anglo-saxons ont peut-être un avantage sur nous parce que l'idée du gagnant-gagnant, ils sont beaucoup plus adaptés que nous, mais il y a toujours une solution. Et il y a toujours la place pour l'amélioration. Donc voilà les principes de la théorie des contraintes. Les outils qu'elle amène, alors ça paraît une liste de listes, mais c'est des outils sur comment gérer l'amélioration continue en 5 étapes, comment gérer un changement, les 4 étapes du changement, les 7 niveaux de résistance qui sont les niveaux de résistance que les gens ont face à un changement, le processus de pensée logique dont on va beaucoup parler après, la gestion de la production par un système qui s'appelle le drum buffer rope, c'est-à-dire tenir compte de la contrainte pour que la contrainte dirige la production et éviter d'avoir trop de travail en cours qui va simplement bloquer votre argent, cacher des problèmes de qualité et occuper votre espace et votre chaîne. Le Dynamic Buffer Management, qui est de la gestion logistique, la chaîne critique, une gestion de projet différente, Throughput Accounting, c'est un indicateur financier différent, plus simple peut-être et plus lié à l'opération telle qu'elle est faite aujourd'hui, et la Variable Vision, qui est la dernière chose qu'a développé Goldratt, qui est de dire, c'est étudier une société pour lui créer une vision qui va lui permettre en 4 à 5 ans de transformer son chiffre d'affaires d'aujourd'hui dans le profit de demain.
ce qui est quand même un sérieux saut parce qu'on n'a pas tous 80% de profit. Et ça permet donc de donner une vision à long terme à la société et donner un chemin, une carte de comment s'améliorer. Alors, les résultats qu'on remarque sur la théorie des contraintes dans les gens qui l'utilisent, c'est souvent une amélioration rapide du profit. Des gens comme Luchan Technologies avaient quand même amélioré en 1 an de 600% leur profit de la filiale qui utilisait la théorie des contraintes. L'amélioration de l'efficacité des investissements, puisqu'on n'investit plus que sur les contraintes et non plus partout, on focalise les contraintes, et ça c'est le moins important. On se focalise sur ce qui est important et ce qui va avoir de l'impact, pas sur le reste. Et c'est un changement de culture. Alors, il y a eu des études de fait, dont la plus connue est une étude menée par l'Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande, qui reprend tous ces résultats et les expose. Si vous êtes intéressé, je pourrais même vous la fournir. Elle a été publiée de façon claire. Alors, nous allons maintenant voir comment les deux, la résilience et la théorie des contraintes, vont se joindre et comment on peut créer une résilience grâce à la théorie des contraintes. Alors, c'est quand même il y aura beaucoup de concepts. C'est une introduction aujourd'hui. Il y aura d'autres webinaires qui vont aller plus dans le détail de certains points, mais ça donne déjà une vision claire de comment la théorie des contraintes, qui est quand même quelque chose qui ne nécessite pas d'investissement, qui amène un changement de culture, qui est de la logique pure, qui est très scientifique, va permettre de construire une résilience, mais une résilience pérenne. C'est une résilience qui n'est pas au prix de votre progrès, pas au prix de la croissance. C'est une résilience qui va être basée sur une certaine croissance, sur une certaine performance, sur une amélioration continue de la performance. Alors, tout d'abord, comme on l'a vu, la résilience est basée sur une vision partagée, une clarté de pourquoi on est dans une organisation existe. Donc, il faut en fait être sciemment clair pour que chaque employé soit aligné sur les objectifs de la société pour que chacun soit clair dans son esprit de quelle est la stratégie et comment on va y arriver. Quel est le plan d'action? Si les gens ne connaissent pas vos plans, si vos employés ne connaissent pas vos plans et que vos clients ne sachent pas dans quelle direction vous allez, ils n'ont pas besoin de savoir tous les détails peut-être, mais ils ont besoin d'avoir votre direction. Dans ce cas-là, vous avez le risque que chacun va essayer de faire ce qu'il a compris. Il ne va peut-être pas avoir tout compris et simplement, vous n'arrivez pas à aligner, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, qui va aider à avoir cette vision? D'abord, c'est d'amener ces valeurs humanistes de la théorie des contraintes, ces valeurs qui sont que chacun cherche à faire bien, qu'il y a toujours une solution gagnant-gagnant, qu'il y a toujours place à l'amélioration. C'est les valeurs que vous allez exprimer dans la société, dans les textes, mais surtout dans les actes. On voit trop de sociétés qui annoncent une liste ahurissante de valeurs et qui, dans les actes, en fait, n'en appliquent aucune. Si vous avez des valeurs, vous devez vivre par ces valeurs. C'est clair. Et si vous les exprimez, mieux vaut peut-être en exprimer 2, 3, mais bien choisis et vivre suivant ces valeurs, que d'en annoncer 15 et de faire complètement autre chose. Alors, la théorie des contraintes, dans le système de pensée logique, amène un arbre, stratégie et tactique. Je vais revenir dessus après, mais il se définit comment? Il va définir quelles sont les stratégies et la tactique à partir de la vision à long terme jusqu'au détail des tactiques d'application pour réussir à atteindre cette vision. Donc, elle a pour but de permettre à tous de comprendre la logique qu'il y a derrière la stratégie. Parce que s'il y a une stratégie, il y a forcément une logique. Si vous n'avez pas de logique derrière la stratégie, c'est que votre stratégie, c'est purement du marketing. C'est une annonce sans être soutenue par quoi que ce soit. Or, les gens cherchent toujours à se rattacher à une certaine logique. Donc, si votre stratégie a une logique, ils vont pouvoir y adhérer puisqu'ils vont la comprendre. Alors, un arbre,
stratégie et tactique, c'est quoi? C'est quelque chose un peu comme ça. Ça doit répondre en le lisant. Vous allez donc répondre aux questions. Pour chaque changement que je dois faire, pourquoi dois-je le faire? Et donc, cet arbre va vous permettre de répondre à ces questions. Qu'est-ce que ce changement va obtenir vis-à-vis de mon objectif? Par exemple, si on vous dit il faut augmenter la capacité de telle chaîne de fabrication. La question c'est, ouais, mais ça amène quoi? Pourquoi faire? Comment ça s'inclut dans la vision globale? Comment ça nous permet d'avancer vers notre objectif et notre vision? Parce que si ça ne le fait pas, ce n'est peut-être pas la peine de le faire. Que dois-je faire pour que le changement advienne? Donc c'est là où on rentre dans les tactiques. C'est quelle tactique je dois appliquer, donc quel plan d'action pour faire tel objectif. Et ça doit aussi analyser pourquoi les actions vont provoquer le changement nécessaire. Et en fait, dans chaque case, vous avez toujours 5 points qui sont la nécessité, pourquoi il y a besoin de faire ce changement, pourquoi il y a besoin de cette stratégie, de cet objectif. Ensuite, la stratégie, qui est l'objectif. La clarification de la stratégie, donc la logique qui sous-tend cette stratégie, puis la tactique, puis la suffisance et pourquoi est-ce que cette tactique suffit à ce que la stratégie ait lieu. Donc, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose pour réussir à atteindre l'objectif? Ensuite, l'arbre. Alors ça, ce n'est pas un arbre, ça c'est juste une case, mais un arbre, c'est quoi? On part de la vision et la tactique, c'est la mission en fait, c'est clair. Ça, c'est facile. Et ensuite, on développe en objectif opérationnel, c'est un premier niveau, puis on détaille le plan sur 2, 3 niveaux en plus, qui vont donner à chacun, en fait, ils vont valoriser ce qu'il fait, puisqu'ils voient que ces actions d'amélioration sont dans une part de tactique qui va amener à un objectif, qui va amener à un objectif opérationnel, qui va amener vers la vision. Et ils voient comment les efforts qu'il fait d'amélioration s'intègrent dans un objectif global. Et cette clarté va pouvoir vous permettre de motiver les gens et va permettre de leur donner la carte dans laquelle ils peuvent lire la direction dans laquelle ils doivent aller. Alors, je ne vais pas vous mentir, faire un arbre en stratégie et tactique, c'est quand même un sérieux investissement en temps et en clarté. Et on a l'habitude assez souvent, et je l'ai connu dans pas mal de sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, que la stratégie, c'est un petit peu tiré du chapeau, c'est des grands mots. Là, en fait, les stratégies, c'est plus du tout des grands mots. C'est des choses très pragmatiques que les gens doivent comprendre et comprendre quelle est la logique derrière. Or, j'ai rarement vu une grande société dire qu'est-ce que c'est que la logique. D'habitude, c'est j'ai une stratégie et en gros, démerdez-vous pour la comprendre. Le deuxième point de la résilience, donc on va aller assez vite parce que sinon on pourrait y passer des heures, mais on va essayer d'aborder tous les points qui sont nécessaires. Donc, comprendre le contexte et avoir la capacité de l'influencer, c'est excessivement important. Ça vous permet, quand vous êtes en pleine crise, de comprendre la crise et de savoir comment vous allez en sortir. Ça vous permet aussi, quand vous avez un changement qui peut être lent, peut-être de le détecter, de détecter quels sont les points d'inflexion, qu'est-ce qu'il va falloir surveiller pour être vérifié que vous ne ratez pas un changement de direction du marché et que vous vous retrouvez simplement suspendu dans le vide à être complètement obsolète. Je veux dire, par exemple, des gens qui ont été… un grand exemple de ça, c'est par exemple Kodak. Kodak, ils ont tout parié sur l'argentique, sur la photo argentique, et ils n'ont jamais vu, ils n'ont pas voulu croire au changement de direction, au point d'inflexion de la photo numérique. Ce qui fait que, bon, ils ont essayé de récupérer maintenant quelques petites choses, mais cette activité-là chez eux, d'un seul coup, ils se sont trouvés au bord d'un précipice sans vraiment savoir comment ils étaient arrivés là. Et ça, c'est quand même pas la résilience. Alors, l'analyse du contexte, on peut utiliser un arbre logique à nouveau. Un autre type d'arbre logique, qui est l'arbre de réalité courante, il s'agit d'une construction logique qui va prendre des modules cause-effet. C'est-à-dire qu'on va uniquement parler de relations cause à effet. Le but du jeu,
c'est de relier les effets indésirables que l'on voit apparaître ou que l'on voit sur le point d'apparaître à des causes, puis d'essayer ensuite sur un autre arbre, l'arbre de réalité future, on injecte à ce moment-là des solutions pour, par un cheminement logique, essayer de voir comment elles vont pouvoir influencer sur la situation. Vous allez aussi utiliser là-dedans les 7 niveaux de résistance qui vont permettre aussi d'évaluer comment les changements que vous voulez faire vont rencontrer une résistance de la part des gens qui vont devoir les faire. Parce que, en fait, les gens n'adoptent pas le changement si facilement que ça. Vous arrivez devant quelqu'un qui dit « Bon, allez, il faut changer complètement la façon d'opérer ». On dit « Attendez, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, on ne va pas changer maintenant. On ne va pas y toucher. » Et pourtant, il faudrait. C'est peut-être ça qui a failli tuer les gens comme Kodak. Puis, il y a les 4 étapes du changement qui apportent la discipline parce qu'il faut répondre aux 4 questions avant d'entamer le changement et non pas se lancer dans le changement, se lancer dans des choses avant même d'y avoir réfléchi. En fait, tout le principe, c'est comprendre le contexte, le cartographier les solutions et quels en sont les résultats attendus, ce qui permettra aussi de vérifier qu'elles sont efficaces, puis de prévoir déjà quelles sont les résistances qu'on va rencontrer pour être prêt à y répondre et à ne pas perdre du temps ou se faire bloquer, et aussi à être sûr que le changement est réellement nécessaire et bien celui qu'il faut. Alors, d'abord, les niveaux de résistance et les 4 étapes du changement. Vous allez voir, les niveaux de résistance, c'est relativement simple. C'est, par exemple, je suis celui qui veut résister au changement. Vous venez m'expliquer qu'il va falloir changer la façon de travailler. Premier niveau de résistance que vous allez rencontrer, c'est les gens qui vous disent « je ne suis pas d'accord que ce soit ça qu'il fallait faire, je ne suis pas d'accord que c'est pas… » je ne parle pas de la solution, je ne suis pas d'accord que l'objectif est celui-là. Et si vous n'avez pas fait avant votre arbre stratégie et tactique, vous n'avez pas forcément la capacité de lui expliquer l'objectif. Deuxièmement, c'est « ok, vous m'amenez une solution, vous dites qu'il faut changer, mais… » je ne suis pas d'accord, le problème, ce n'est pas celui-là, vous n'avez pas compris le problème. Et ça continue d'habitude par moi, je vais vous expliquer quel est votre problème. Mais si les gens ne sont pas d'accord déjà sur le problème, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et la théorie des contraintes, à ce moment-là, amène un arbre logique, l'arbre de réalité courante, qui va vous permettre de déterminer les problèmes, on va en parler juste après, et donc d'agréer ensemble le problème avant d'avancer sur une solution. Le 3e niveau, c'est la direction de la solution. Je ne suis pas d'accord que la solution aille dans la bonne direction. Ou les bénéfices de la solution. Je ne suis pas d'accord qu'en fait, que vous dites que ça va amener, je ne pense pas que ça va amener ça. Je pense que ça va amener bien moins que ça. Ou les effets négatifs. Je pense qu'en plus, il y aura des effets négatifs qui vont être plus dommageables que les avantages. Ou les obstacles. Oui, mais on ne pourra pas parce que de toute façon, l'autre équipe, elle n'aura pas envie de changer. Ça, ce sont des excuses que vous avez souvent entendues. Vous devez forcément le reconnaître. Et la dernière, qui est peut-être la plus ardue et la plus difficile à combattre, c'est je vous dis oui, mais en fait, je ferai non parce que vous êtes qui pour me donner des ordres, hein? Bon. Derrière, ça, c'est un outil. Donc, pour passer un changement, pour que le changement soit effectif et adhéré par tout le monde, il va falloir passer toujours par ces 7 niveaux. Vous allez toujours y passer. Que les niveaux se passent rapidement, facilement, parce que les gens ont compris, parce que les gens ont la bonne explication, ont eu la bonne communication, très bien. Mais ils vont forcément passer par toutes ces étapes. Il y aura toujours des gens qui ont un niveau de résistance là-dedans. Et donc, il faut être prêt pour répondre à tout. Les 4 étapes du changement, donc les 4 questions à laquelle il faut répondre pour lancer un changement, c'est pourquoi changer? Là aussi, vous pouvez vous appuyer sur l'arbre stratégie tactique. Que changer? Là, c'est l'arbre de réalité courante qui va vous le dire. Pourquoi changer? Alors, ce n'est pas pourquoi, mais pour changer vers quoi? Changer vers quoi? Là, c'est l'arbre de réalité future qui va vous le dire. On va voir ce que fait.
Et que faire pour changer? Ben après, c'est la planification du changement. Mais une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, vous êtes confortable que le changement a une chance de réussir. Si vous essayez de court-circuiter l'une de ces 4 questions, vous n'avez que très peu de chances que votre changement s'opère, reste et s'intègre dans la culture de votre société. Voilà, un arbre de réalité courante. Alors, ça répond à la question « Quelles sont les causes de la situation actuelle ?» C'est « Que faut-il changer ?» Alors, on commence par, sur la gauche, vous voyez, il y a trois cases. On commence par lister les effets indésirables. Alors, on va prendre un exemple qui est lié au Covid. Il manque des masques. Les clients qui vont acheter des masques, en fait, les soignants sont mécontents. Le prix des masques a été augmenté par 5. Voilà, c'est des effets indésirables et ils sont indéniables. Personne ne peut trouver là-dedans quoi que ce soit de désirable. La deuxième étape pour construire un arbre, c'est de commencer par relier 2 effets indésirables. Par exemple, il manque les masques, donc les clients, c'est-à-dire les soignants, sont mécontents. Et à partir de là, vous allez construire la logique complète en lieu de cause à effet, vraiment des petits modules cause à effet. Chaque niveau est une relation cause à effet pour relier tous les effets indésirables, essayer de voir quelles sont les causes communes. Alors, ça donne l'arbre, par exemple, qui est sur le côté, où qui se lit en fait ainsi. Par exemple, si on commence par ce qui est totalement à droite, c'est dire il y a peu de producteurs de masques au niveau national et la capacité de production nationale est réduite, donc les producteurs nationaux ne peuvent pas faire face. Quand il y a un genre de rond autour des flèches, c'est que les 2 causes doivent être conjointes pour provoquer l'effet auquel elles sont liées. Bon, ça c'est l'arbre de réalité courante. Ça décrit la situation actuelle, ça décrit comment vos effets indésirables sont liés. Ça permet de diagnostiquer une situation. Ça s'utilise dans la vie, ça peut s'utiliser pour la vie familiale, une production industrielle, un problème commercial. Ça s'utilise dans beaucoup de conditions. Quand on est habitué à les faire, c'est très bien. Mais en fait, le plus souvent, vous le faites. Si vous cherchez les causes d'un problème, vous faites ça. Vous faites cette construction mentale, mais vous ne la formalisez pas. Là, par contre, le fait de la formaliser permet de passer à travers elle en la lisant avec quelqu'un. Et finalement, quand on vous dit s'il y a peu de producteurs au niveau national, que la capacité de production nationale est réduite, donc les producteurs nationaux ne peuvent pas faire face, personne ne peut vous dire non, je ne suis pas d'accord. Il est obligé de dire d'accord. Donc, en étant d'accord sur chaque point, on est d'accord sur le problème global. Et d'un seul coup, la résistance qui est « je ne suis pas d'accord avec le problème » disparaît, puisqu'il est d'accord avec le schéma. C'est aussi un moyen de communication pour que les gens soient bien alignés sur le problème. À ce moment-là, vous allez créer un arbre de réalité futur. Alors, c'est quoi? C'est sur la base de l'arbre d'avant, on va essayer de répondre à « que se passera-t-il si je fais ci ou je fais ça ?» Alors, en fait, vous avez ici les cases rouges, qui sont toujours les problèmes indésirables, puis vous avez les cases violettes, qui sont en fait les actions qu'on injecte. Et si, par exemple, le gouvernement fixe un prix plafond pour les masques, ben à ce moment-là, le prix des masques reste raisonnable, il n'est plus trop cher, et donc les soignants qui étaient mécontents deviennent peut-être moins mécontents. Si le gouvernement limite les ventes de masques aux seuls soignants, à ce moment-là, les soignants disposent des équipements de protection et ils sont moins mécontents. Donc, ça vous permet d'injecter, en reconstruisant la logique, vous allez pouvoir tester votre solution sans avoir à l'implémenter réellement. Mais ça va vous permettre, par exemple, de voir s'il n'y a pas un effet négatif qui apparaîtrait par pure logique, que vous puissiez détecter et pouvoir y répondre avant même de lancer et donc de peaufiner votre plan d'action en fonction d'un schéma logique dans lequel vous prévoyez déjà les conséquences de vos actions.
C'est pas tiens, allez, on lance ça et on verra ce qui se passe. C'est non, on lance des actions, enfin, on prévoit des actions, on regarde comment se développerait la logique, et ensuite, ça permet de détecter quelles sont les actions qui sont vraiment efficaces, ou s'il y a une action qui simplement, il y a un moment, la logique fait que ça ne va peut-être pas aller jusqu'au bout, donc il faudra rajouter autre chose. Et ça permet donc de déterminer complètement le plan d'action. Ensuite, un leadership efficace, partagé, discipliné. Alors, on a beaucoup parlé du leadership il y a des années. On a beaucoup amené beaucoup de cours sur le leadership, distribués, etc. Mais en fait, on n'a pas beaucoup changé par rapport à avant. Et en fait, quand vous avez un arbre stratégie et tactique, quand vous avez développé votre stratégie à ce niveau-là de détail et de logique, vous êtes capable de démontrer la logique, à ce moment-là, les gens au plus bas niveau de votre hiérarchie vont pouvoir s'approprier certaines tactiques et certains objectifs et donc devenir des leaders dans ces changements. L'adoption aussi ce que j'appelle une open organization. Alors, open organization, je reste là-dedans inspiré par ce qu'on appelle l'open source du logiciel, dans le logiciel. Ça va permettre de distribuer les responsabilités, mais sans les diluer. C'est quelque chose de moins formel, quelque chose de plus peer-to-peer, donc au même niveau hiérarchique, mais permettre que celui qui se sent en mesure de prendre une tâche, de prendre une responsabilité, la prenne. On ne la dilue pas. Hein, ce n'est pas le fait que tout le monde est responsable de tout, non. C'est les gens prennent les responsabilités qu'ils sont en mesure d'assumer et vont les assumer et vont emmener leurs camarades qui, eux, vont assumer d'autres responsabilités. Et le projet va se répartir comme ça. Le changement va pouvoir en fait être plus profond parce qu'il ne va pas être parachuté par en haut, mais il va grandir par le bas. Ça permet aussi d'avoir une ouverture et peut-être d'impliquer plus les clients dans votre adaptation parce que c'est quand même eux qui vont influer sur le marché. Donc, si vos clients vous disent moi, vous êtes bien et votre produit, bon, ouais, il est pas mal, mais je préférerais un autre truc, faut peut-être les écouter. Donc, s'ouvrir sur le client, s'ouvrir vers les employés, c'est aussi enrichir le débat, alors pas de façon anarchique, de façon ordonnée, mais ça permet d'exercer une traction et d'exercer un dynamisme que les vieux systèmes hiérarchiques n'ont pas forcément. Parce que le vieux système hiérarchique, il est plutôt sur un mode réactif, j'attends l'ordre, plutôt que proactif, il y a un objectif, j'ai une responsabilité que je peux assumer, je l'assume et j'avance. La connaissance des niveaux de résistance, ça permet aussi aux gens qui vont prendre une responsabilité, quel que soit leur niveau hiérarchique, de s'attendre aux résistances et donc au moment où ils prennent la responsabilité, de savoir l'assumer, de savoir comment communiquer avec les autres pour passer le cap et réussir à implémenter le changement qu'ils ont pris en charge. Alors, les arbres logiques leur fourniront aussi une carte, hein, c'est un peu comme une boussole, puisque ça indique, voilà, vous faites telle action, ça va avoir telle conséquence. Donc, ces arbres logiques, en plus, si c'est eux qui les ont construits, ou s'ils ont participé à leur construction, vont leur permettre d'avoir la voix dans le changement et dans l'adaptation qu'il va falloir mettre en place, et aussi de comprendre pourquoi il faut la mettre en place. Alors, quand on retire toute raison aux employés d'appliquer une attitude défensive. Aujourd'hui, si vous êtes dans un système très hiérarchisé, les employés n'ont aucun intérêt à devenir proactifs, puisque de toute façon, s'ils deviennent proactifs, ils marchent sur les plates-bandes de leur chef, et ça peut plutôt être à leur détriment. Donc, ils ne marchent pas, ils attendent, et seulement ils attendent au tournant, ils attendent le contre-ordre, même le plus souvent. Alors que si vous supprimez
cette ambiance hiérarchisée, sclérosée, vous allez avoir des gens qui vont dire proactifs, vous allez avoir des leaders qui vont s'aligner sur les objectifs de la société et vous allez pouvoir progresser plus vite parce que c'est plus profond. Le mouvement est plus profond. Si vous avez, pour les gens qui connaissent un peu en physique, le mouvement brownien, donc c'est le mouvement des molécules dans un gaz, ça va dans toutes les directions, la résultante est nulle. Si tout le monde court dans toutes les directions, la résultante, elle va être nulle, il ne va rien se passer. Si vous avez peu de gens qui vont essayer de tirer tous les autres dans une direction, à ce moment-là, vous allez avoir du mal, ils vont avoir besoin d'énormément d'énergie pour faire bouger l'organisation, et ça peut même ne pas fonctionner, et ils peuvent même laisser tomber parce que c'est trop lourd. Alors que si tout le monde bouge dans le même sens, toute l'organisation va évoluer dans le sens voulu. Alors, une culture de l'amélioration continue et qui reconnaît le besoin de résilience, alors là, on est dans les valeurs de naissance de la théorie des contraintes. Le premier outil inventé et créé dans la théorie des contraintes, c'est les 5 étapes de focalisation pour l'amélioration continue. Alors, c'est quoi les étapes? C'est identifier la contrainte, donc identifier qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous bloque. Et une contrainte, c'est une machine, une ressource, le marché, une réglementation, une procédure interne, une habitude. On a toujours fait comme ça depuis 20 ans, c'est peut-être le moment de changer. Donc, ce n'est pas forcément une machine. Quand c'est une machine, c'est facile à trouver. Quand c'est une politique ou une habitude, surtout quand elle n'est pas écrite, ça peut être très difficile à trouver et très difficile à combattre. Mais bon, premier, identifier la contrainte. En 2, exploiter la contrainte au maximum, c'est-à-dire s'arranger pour ne pas perdre une minute au niveau de la contrainte, parce que une minute de production perdue au niveau d'une contrainte, c'est une minute de perdu pour tout le système, alors qu'une minute de production perdue quand on n'est pas sur une contrainte, ça ne sert à rien, ça n'amène à rien. Ensuite, subordonner tout aux décisions qu'on a prises pour exploiter la contrainte, c'est-à-dire par exemple, quand une contrainte c'est une machine, ne pas faire rentrer trop de matières premières dans le circuit pour pas simplement créer du travail en progrès et un inventaire trop gros qui pèserait sur les finances de la société. Puis, élever la contrainte, donc c'est améliorer la contrainte, améliorer la capacité d'une machine par exemple. Puis, en dernier point, ne pas s'arrêter là, revenir au point 1 pour vérifier que la contrainte est bien toujours celle-là, ou si ça ne l'est plus, trouver la nouvelle contrainte. Et donc, c'est un cercle qui ne s'arrête jamais, un cercle virtueux, et qui va permettre d'améliorer en permanence, toujours, alors petit à petit, je connais des cas où les changements n'ont pas été petits d'un coup, où ça a été d'un seul coup une révolution, mais ça permet de toujours avancer et d'avoir cette culture de toujours chercher comment peut-on faire mieux, comment peut-on améliorer. Parce qu'au-delà du fait d'améliorer réellement, pratiquement, l'important, c'est qu'il y ait cette culture de « je ne m'arrête pas, je cherche toujours à améliorer le système ». Alors, dans le but même annoncé par la théorie des contraintes, qui est qu'une société n'a qu'un seul but, en fait, qui est de faire du profit aujourd'hui, faire de l'argent aujourd'hui et encore plus demain, comme on dit, encore plus demain, la résilience est déjà dans cette phrase-là. La théorie des contraintes ne considère pas la société avec une photo comme aujourd'hui, voir sa performance aujourd'hui. Elle se projette dans un système dynamique. La théorie des contraintes, c'est un système dynamique qui voit la société comme étant un élément continu dans le temps et un élément qui va dans la durée. Et donc, on ne peut pas créer une action d'amélioration maintenant sans vouloir la faire continue et réussir à avoir une amélioration sur la durée de vie de la société. Et là, on revient à nouveau à l'arbre logique, stratégie et tactique qui va donner cette vision à long terme, qui va sous-tendre
le besoin de résilience. Alors, la capacité d'anticiper les changements et de les gérer, on a déjà vu les arbres logiques réalité courante, réalité future, qui permettent de détecter les points d'inflexion du contexte, de tester les changements qu'on souhaite apporter, de les tester avant même de les appliquer physiquement, et donc d'en évaluer les conséquences, voire besoin de détecter les conséquences négatives. Les 4 étapes du changement, l'arbre logique, stratégie et tactique qui donne la vision des changements et font un checklist de changements avant de l'opérer et qui inscrivent ce changement dans la logique pour arriver à l'objectif sans risquer d'avoir des objectifs qui paraissent un peu parachutés. Et on rajoute à ce niveau-là aussi un schéma qui est le schéma de conflit. En anglais, c'est un nom un peu bizarre, ça s'appelle Evaporating Cloud, qui permet de désamorcer les faux acquis. Par exemple, dans celui-là, c'est pour gérer au mieux la pandémie malgré le manque de masques, il faut protéger la population en lui faisant porter les masques et protéger le système de santé en réservant les équipements de protection individuelle aux soignants. Dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il faut donner les masques à la population. Dans le deuxième cas, ne pas donner les masques à la population. Donc, on a un conflit, on ne peut pas faire les deux à la fois. Ça veut dire que quelque part là-dedans, il y a une relation qui est fausse. Alors, je ne vous dirai pas laquelle, hein, on peut avoir chacun son opinion dessus, mais il y a quelque part quelque chose qui est faux et qu'on doit pouvoir modifier ou apporter une injection qui va casser une de ces relations et donc qui va supprimer le conflit. Le but du jeu, c'est de faire s'évaporer ce conflit. C'est un conflit apparent, mais il y a forcément une solution. Alors, on arrive à la partie connaissances et informations correctement partagées. Ça, c'est important. En fait, le grand changement, quand on a une organisation ouverte, c'est que traditionnellement, l'information, elle est confidentielle, sauf si on décide qu'elle est publique. C'est-à-dire que si on ne sait pas, si on ne décide pas qu'elle est publique, elle est forcément confidentielle. Dans une organisation ouverte, c'est plutôt l'inverse. C'est une information est publique, à moins qu'on décide qu'elle ait besoin d'être privée. Et ça change tout. Ça veut dire que par défaut, l'information est partagée. Alors que dans l'autre sens, l'information fait le pouvoir. On entendait ça souvent il y a quelques années dans la hiérarchie. Ah, la force des petits chefs, c'est d'avoir de l'information, de la garder pour eux, parce que l'information, c'est le pouvoir. En fait, l'information, c'est le pouvoir de faire rater une organisation et le pouvoir de détruire les organisations. Mais le partage de l'information, c'est le vrai pouvoir de faire progresser votre organisation. L'information ne fait du sens qu'à la lumière de la stratégie, une stratégie partagée, d'une clarté sur cette stratégie avec toujours le même arbre logique qui rend évident ce qui doit être partagé et comment. Mais à la base, toute information est publique. D'abord parce que vous ne l'avez pas forcément inventé. Alors si vous l'avez inventé, vous êtes capable de déterminer si elle est publique ou si elle doit être privée. Mais si elle est privée, il y a des conséquences. C'est-à-dire que les gens ne pourront pas l'utiliser et donc peut-être ne pourront pas évoluer ou aider votre organisation à s'adapter alors qu'elle en aurait besoin. En faisant ça, vous allez désapproprier les gens, vos employés, de l'information. L'information ne devient plus quelque chose de privé, mais devient quelque chose de public, de partagé, d'ensemble, quelque chose auquel on travaille à plusieurs, quelque chose qui permet à chacun de comprendre ce que fait l'autre et comment s'interfacer avec l'autre. Et ça permet aussi que la contrainte ne soit pas le manque de partage de l'information. J'ai rencontré beaucoup d'organisations où en fait la contrainte était très dure à trouver. Pourquoi? Parce que c'était la politique de partage de l'information. Si vous avez une politique dans laquelle l'information ne circule pas, alors la contrainte, c'est votre politique de partage, qui n'existe pas. Mais ça limite la capacité d'adaptation de l'organisation et ça va mettre en danger sa propre existence par la suite.
Les bonnes ressources au bon endroit, eh ben, en fait, c'est toujours les 5 étapes de l'amélioration continue, hein, identifier les ressources contraintes. Ça permet aussi de dimensionner les autres ressources. Si vous ne voulez pas que, s'il y a une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut que les autres ressources aient des capacités supérieures. Ça va aussi vous permettre de décider comment les utiliser pour avoir un optimum global au niveau de l'organisation. Alors, ça vous permet de décider comment les utiliser dans 2 conditions. Dans la condition sous un cas de crise, vous êtes en mode dégradé, les contraintes peuvent être différentes par rapport à l'habitude, et dans ce cas-là, vous identifiez votre nouvelle ressource contrainte et comment vous allez la gérer. Et en mode normal, vous identifiez vos ressources contraintes et vous savez comment la gérer. Ça vous permet aussi de mettre les efforts au bon endroit en vous focalisant sur ce qu'il faut. En vous focalisant sur les contraintes, ça vous permet d'abord de ne pas avoir à gérer trop de choses, à pas gérer des dizaines d'indicateurs, mais seulement ceux qui concernent la contrainte. Et si vous gérez cela, vous gérez toute la société par rebond, en fait, par indirectement. À partir du moment où certaines ressources ne sont pas les contraintes, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Et par exemple, ça vous permet aussi d'optimiser, alors dans les ressources, et aussi les ressources financières, hein, d'optimiser l'utilisation des moyens financiers, par exemple, l'investissement pour élever une contrainte, de saupoudrer les investissements de manière politique. Parce que la politique interne de « je vous fais des investissements pour faire plaisir à chacun », bah, en fait, c'est vous utilisez beaucoup de ressources qui pourraient être utilisées pour améliorer votre profit à simplement faire plaisir politiquement aux gens. Alors, le voyage, par voyage, ce que j'entends, c'est de passer d'un état aujourd'hui, et même si on prend vraiment aujourd'hui dans un état de sortie commençante de crise, donc d'organisation secouée, d'organisation mise à mal par des événements plutôt inédits et imprévisibles, et souvent imprévus, et vers une organisation qui va être capable de s'adapter et de résister à ce genre d'événements. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face, des épidémies ou des deuxièmes vagues un peu plus tard, on risque d'en avoir, on risque de passer quand même pas mal de mois en contact avec ce virus, que ce soit celui-là ou un autre, ça peut toujours arriver à nouveau. Nous avons aussi, on a tendance à l'oublier un peu en ce moment, mais les risques liés au réchauffement global et à l'environnement. Si vous avez une usine, par exemple, en bord de mer, vous avez quand même un certain risque d'avoir des problèmes. Si vos bureaux sont en Floride, vous avez les problèmes d'ouragans qui sont quand même, depuis quelques années, quand même très très forts. Donc, il y aura d'autres secousses, et donc, avancer vers une vision viable d'une société capable de résister à ces secousses, c'est construire sa résilience. Et il n'y a plus, aujourd'hui, je dirais qu'on ne peut plus se permettre d'avoir une vision viable qui n'intègre pas le fait qu'il y aura des secousses, qu'elles soient sociales, qu'elles soient humanitaires, qu'elles soient environnementales ou sanitaires. Par exemple, sociales, le réchauffement global risque d'amener des mouvements de population immenses qui vont remettre en cause parfois certains modes de vie dans certains pays. Par exemple, si on a trop de migrants, si on a beaucoup de migrants rentrant en Europe, on aura à ce moment-là un problème d'adapter notre mode de vie à cette nouvelle situation, et ça peut créer des secousses qui vont changer les marchés, les habitudes de consommation, les habitudes des marchés, et vos sociétés vont devoir s'adapter. Alors, dire que ce voyage, d'aller de cette situation, de se secouer à une société résiliente, avec une résilience pérenne, et ce calme un peu bouddhiste vers un futur radieux, ce n'est pas forcément un voyage facile. Il peut être long, il va être un peu compliqué, il va obliger à changer la culture, changer des habitudes, mais ça peut fonctionner.
Et la plupart des gens, ils réussissent. Quand ils mettent vraiment les moyens et l'envie de le faire, ils réussissent. Et ça ne demande pas des investissements, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande surtout du temps et l'envie de le faire. Et donner l'envie à l'organisation de le faire. Les outils sont basés sur la logique et le bon sens. Donc, comme on a dit, les gens aiment la logique, supportent la logique, comprennent la logique. Et donc, quand on utilise des outils basés sur des causes à effet, des causes purement logiques, et qu'on est capable de détailler la logique de pourquoi on veut faire ça, quels sont les objectifs et pourquoi on veut ces objectifs, à ce moment-là, les gens acceptent ce changement et vont le aider, vont le soutenir parce qu'ils vont le comprendre. Si les gens ne comprennent pas le changement, ne comprennent pas la direction que vous allez prendre, ça ne va pas fonctionner. Certaines conclusions peuvent être contre-intuitives, mais elles sont toujours logiques. Elles vont surtout être contraires à la façon dont on travaille depuis toujours. Mais on a toujours fait ça depuis 20 ans. Depuis le fondateur, on fait comme ça. Oui, c'est peut-être le moment de changer parce que le fondateur, je ne sais pas, il est mort depuis 200 ans et peut-être le moment de changer. La mise sous qualité. Dans les années 90, on a mis en place ISO 9001. Beaucoup de gens ont fait beaucoup d'efforts, et bien souvent des investissements, pour s'adapter à l'ISO 9001. Ça a été un changement de procédure. La continuité d'affaires, c'est une couche complémentaire de procédure. C'est oui, quand on fonctionne autrement, comment on peut travailler quand il y a une crise. La résilience, c'est pas ça. C'est pas les procédures. C'est un changement de culture. Elle n'est pas imposée, elle doit être absorbée par l'organisation. Si elle n'est pas absorbée, elle ne fonctionnera pas. C'est un mode de pensée, c'est une façon de vivre, c'est une façon de s'adapter. Si les gens ne sont pas convaincus de ça, ça ne fonctionnera pas. Alors ça, un désavantage, c'est que ce n'est pas forcément facile à faire absorber une organisation qui peut être un peu sur l'attentisme, mais de l'autre côté, l'avantage, c'est que ça ne demande pas les investissements. On ne vous demande pas de mettre en place un ERP qui coûte des millions ou à mettre des outils ou acheter des machines-outils dans tous les sens. Ça ne demande pas ça. Ça demande un état d'esprit. Ça demande de changer de façon de voir les choses et de penser qu'il y a toujours une solution gagnant-gagnant, qu'il y a toujours la possibilité d'améliorer quelque chose, que les gens ne cherchent pas à faire mal, qu'ils cherchent à faire bien et qu'il faut seulement leur donner la vision pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils ont à faire et comment le faire bien. Voilà. En conclusion, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Eli Goldratt qui est « Toute amélioration est un changement, tout changement n'est pas forcément une amélioration ». Et il ne faut pas confondre les deux. Le changement, beaucoup de gens veulent changer pour changer. Donc, on change parce que c'est la mode. On a inventé le change management, on a inventé un tas de choses et il faut appliquer ces nouveaux trucs qu'on a appris et puis ça donne l'impression d'être utile. Eh bien, en fait, non, ce n'est pas seulement une amélioration. On ne doit changer que ce qui amène un impact sur le profit, un impact sur le bottom line. Parce que si ce que vous changez n'amène rien sur le profit, pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous faites quelque chose qui n'aurait pas d'impact sur le profit? Ça n'a aucun intérêt. Et pourtant, aujourd'hui, les sociétés font tous les jours des choses qui n'ont rien à voir avec leur profit. La résilience est aussi se focaliser. C'est aussi se focaliser sur ce qui ramènera un optimum global pour l'organisation et pas seulement sur le petit département ou autre. Alors, c'est développer une résilience pérenne, c'est aussi donner à l'organisation les moyens d'avoir une vue à long terme, d'avoir une vision. Alors bon, je ne vais pas dire qu'il faut que les gens soient comme au Japon, où les gens vont simplement rentrer dans une boîte et en sortir à la retraite. Non, je comprends que les gens peuvent changer de boîte, etc. Mais rentrer, si vous voulez attirer des talents, il faut que vous ayez une vision à leur donner. Si vous n'avez pas de vision à donner à vos talents, ça ne marchera pas.
Si par exemple, vous avez adopté l'open source dans le software et que vous ne voulez pas donner une vision éthique, vous n'attirerez pas les talents. Vous pouvez dire je suis open source, ça n'amènera personne. Si vous dites je suis open source et je veux quelque chose d'éthique, je respecte les normes open source, à ce moment-là, la communauté open source va vous suivre, vous aurez les talents qu'il vous faut. Si ce n'est pas le cas, si vous ne démontrez pas cette éthique, vous n'aurez pas les talents. Ça devient aussi à ce moment-là un vrai outil marketing parce que vous allez pouvoir expliquer à vos clients que vous avez une vision et vous mettez les moyens d'atteindre cette vision. Vous avez des changements en cours, vous avez un chemin, il peut être long, mais voilà la direction dans laquelle vous allez et vos clients, vous les invitez à vous suivre, vous invitez à adhérer à votre adaptation au contexte, à votre changement, à votre vision. Et comment dire, c'est un échange. Ils vous disent à ce moment-là comment eux, ils vont changer, donc vous pouvez vous adapter plus tôt. C'est aussi une nécessité. Aujourd'hui, on va, par exemple, un des gros trucs, un des articles que je lisais aujourd'hui, qui parlait de la France, qui disait, voilà, on a une catégorie de sociétés qu'on appelle les zombies. Les zombies, c'est les sociétés qui étaient déjà à mal, qui étaient déjà pas très bien avant la crise du Covid, qui aujourd'hui survivent parce qu'elles ont un prêt garanti par l'État et qui ont leur salaire payé par l'État parce qu'ils ont leur personnel en chômage technique intégralement payé par l'État. Mais d'ici peu, l'État va arrêter de payer le chômage technique. Alors, ce n'est pas encore maintenant, il va diminuer, mais après, il va finir, un jour ou l'autre, il va finir de payer le chômage technique. Les sociétés vont devoir à nouveau assumer et celles-là ne pourront pas. Et donc, elles vont être en défaut, elles ne pourront pas non plus rembourser leur emprunt. Et il est à peu près certain quand même quelque part que les banques vont commencer à demander des procédures de continuité d'affaires. Et qu'est-ce que vous avez comme preuve que par ailleurs, votre organisation pourra tenir une crise ou une deuxième vague? Par exemple, si vous cherchez un emprunt vers la fin de l'année, quand l'OMS attend à une deuxième vague cumulée grippe et Covid, peut-être qu'une banque un peu avisée dira vous avez mis en place ce qu'il faut pour résister à une deuxième ou une troisième vague. Et si vous ne pouvez pas répondre, peut-être que vous ne pourrez pas accéder à des financements, des projets à long terme, ou même vous ne pourrez pas construire une relation stratégique avec vos clients, voire une relation stratégique avec vos fournisseurs. Et vous êtes tout à fait en droit aussi de demander à vos fournisseurs qui vous démontrent qu'eux ont aussi une certaine résilience pour être sûr que vous pourrez compter sur eux en cas de problème. Tout comme aussi, quelque part, il y a aussi un échange à avoir avec vos clients, voir si eux aussi sont résilients. Parce que si vous entamez une relation à long terme qui comporte par exemple des investissements pour mettre en place une nouvelle ligne et que votre client, première crise, il s'écroule, vous restez avec un investissement qui ne vous sert à rien et qui est plutôt dangereux. Donc, tout ça va devenir un peu une norme et une façon de mesurer la teneur de la relation que vous allez vouloir avoir avec les autres. Alors, on l'a vu, la théorie des contraintes fournit quasiment tous les outils nécessaires à cette construction pour que vous puissiez construire une résilience sans chercher un investissement financier, sans avoir besoin d'investir dans des outils physiques, soft, etc., et tout en donnant l'accès à une culture d'amélioration continue, immédiate, avec un résultat immédiat sur les résultats financiers. Parce que l'objectif, la focalisation entre les contraintes, c'est quand même le résultat financier. Donc, voilà, en fait, aujourd'hui, on est donc passé rapidement, il y a eu beaucoup de concepts, beaucoup d'outils. Par exemple, un arbre de réalité courante mériterait qu'on y passe tout un webinaire dessus, et j'en ferai sûrement dessus. Mais c'est une façon d'aborder la résilience qui a été prouvée
en tout cas les outils ont prouvé leur efficacité, qui est tout à fait adapté à la définition de la résilience qu'on a maintenant, puisqu'on a un standard, et qui peut permettre rapidement et de façon posée, organisée, d'organiser cette résilience. Alors, voilà, maintenant je vais passer aux réponses aux questions. Je vous suis envoyé en même temps le petit questionnaire pour avoir votre avis. Alors, des questions. On en a déjà. Donc, pourrait-on décrire en sorte que la théorie des contraintes est similaire au système du TQM, Total Quality Management Deming? Cette théorie qui utilise les mêmes étapes présentées aujourd'hui, Continuous Process of Improvement, ici au lieu d'aimer de le faire, le TQM impose de mettre la chemise pour avoir la conviction, pour améliorer la relation de la continue. Alors, le TQM est je ne sais pas si, pour ceux qui ne connaissent pas le TQM, c'est en fait de faire rentrer la qualité dans tous les domaines d'activité de la société pour amener une amélioration continue des opérations et des produits. Alors, elle est très basée sur les systèmes statistiques Six Sigma, elle est très basée sur les procédures qualité, le contrôle, etc. Il y a eu tout un moment où on a essayé d'opposer la théorie des contraintes et le TQM, mais en fait non, c'est un peu deux faces de la même pièce. Le TQM est peut-être plus orienté procédure qualité, procédure produit, procédure industrielle, alors que la théorie des contraintes, c'est plutôt capacité et gestion. Gestion des contraintes, gestion des procédés, gestion de la capacité, amélioration de la capacité et de la production. Mais les deux vont en fait de pair. Parce que si vous ne faites pas des produits de qualité, que vous avez des rejets, vous pouvez améliorer toutes les capacités industrielles que vous voudrez, vous serez toujours limité dans le output. Et donc, l'idée, c'est en fait d'accumuler les deux, d'utiliser les deux. Et en fait, souvent, les sociétés en tout cas les sociétés industrielles, qui ont été vers la théorie des contraintes, sont souvent passées par le Total Quality Management avant. Alors, la deuxième question, en fait, qui est aussi liée à la... Est-ce que j'espère avoir répondu à cette question? Maintenant, la deuxième, quand vous dites dans le voyage, ce n'est pas imposé mais absorbé par l'organisation, c'est un processus de continuité, donc application du principe du TQM. Effectivement, le TQM amène, par rapport à l'ISO 9001, le TQM amène l'idée d'obligation d'amélioration continue. Et donc, on est dans le même principe. D'un côté, l'amélioration de la qualité du produit et de la fabrication, et de l'autre, l'amélioration de la gestion de la production, alors la production étant production d'un service, production de ce qu'on veut, mais l'amélioration du processus en plus de la qualité. Donc les deux sont tout à fait complémentaires. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions où tout semblait clair? Pas de questions? Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère. Dans ces moments, il est difficile d'implémenter le TQM, mais comment aller vite avec la théorie des contraintes? Alors, donc dans ce moment, effectivement, le TQM demande souvent beaucoup de moyens, beaucoup de procédures. C'est un processus qui peut être un petit peu, qui n'est pas forcément lent, mais qui est long parce qu'il a besoin d'une analyse préliminaire. Alors, comment aller vite avec la théorie des contraintes? Eh bien, en fait, aujourd'hui, la plupart des sociétés ont un problème, c'est produire et réussir à revenir à un niveau d'avant. Alors, vous avez deux solutions à ça. Ou vous pouvez penser que simplement le marché est aujourd'hui votre contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le marché qui n'absorbe pas vos produits. Donc,
vous devez en fait attendre que le marché revienne. Ça risque d'être long et c'est assez hasardeux parce qu'il peut très bien ne pas revenir. Par exemple, sur le marché des voyages en avion, aujourd'hui on n'en a pas. Donc les sociétés sont à mal parce que simplement on n'a quasiment pas d'avion parce qu'on a le blocage au niveau des aéroports. Très bien. Maintenant, quand on va revenir, bah, aujourd'hui, on a pris l'habitude aussi de remplacer pas mal de voyages par des visioconférences. Des congrès qu'on pensait ne pouvoir arriver qu'en mettant 50 ou 200 personnes dans un hôtel, bah, aujourd'hui, on le fait par visioconférence aussi. Donc, il est probable quand même que les gens vont beaucoup moins voyager. Et si une compagnie aérienne pense que simplement il suffira de lever les interdictions de vol pour que tous les passagers reviennent dans les mêmes conditions et soient aussi peu à l'aise qu'avant parce qu'ils vont être compressés entre deux sièges et avoir son épaule qui touche l'épaule d'un inconnu, bah, je crois qu'elles ont tort. Et donc, je crois qu'il vaut mieux qu'elles regardent maintenant quelle est leur contrainte, quelle est la contrainte qui va avoir lieu dès que ça va se libérer, et de prévoir déjà leur réponse. Donc en fait, la théorie des contraintes permet, dans des cas peut-être plus simples, hein, dans les cas de petites industries, de PME, bah, chercher vos contraintes et gérer en fonction de vos contraintes. C'est-à-dire appliquer totalement l'approche des 5 pas de l'amélioration continue. Prenez votre contrainte, déterminez laquelle elle est et déterminez comment vous allez la gérer. Et ensuite, appliquer ça à toute la société, que toute la société soit alignée sur la gestion de la contrainte. Ça veut dire, par exemple, si votre contrainte, c'est parce qu'il y a des produits, avant vous vendiez 3-4 produits, il y en a 2 qui ne se vendent plus, celui qui se vend a une machine qui produit moins que ce que le marché peut absorber, bah, ça veut dire aussi ne rentrez pas la matière première pour essayer de pousser le plus de matière première dans le système. Non, ne rentrez la matière première qu'au fur et à mesure que votre machine, qui est votre contrainte, pourra l'absorber. Bah, aujourd'hui, c'est produisez qu'au fur et à mesure de ce que le marché peut absorber pour limiter certains coûts et essayer de voir comment vous pouvez faire absorber par le marché d'autres choses. Par exemple, pour un restaurant, aujourd'hui, puisqu'ils ne sont toujours pas ouverts, comment pouvez-vous faire pour que les gens vous commandent quelque chose? Peut-être que c'est les commandes en ligne et les livraisons à la maison. Donc, la théorie des contraintes permet, en analysant la situation actuelle, de voir qu'est-ce qui vous limite et comment vous allez pouvoir y répondre. Sans le plus dommageable aujourd'hui, à mon sens, ce serait d'attendre que la situation revienne à zéro, que la situation s'améliore d'elle-même et qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir tout arranger. Non, ça, elle ne s'arrangera pas d'elle-même, ça c'est sûr. Je pense avoir répondu. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non? Bon, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et je vous préviendrai des autres webinaires qui auront lieu. Et en fait, certaines questions vous avez donné des idées d'autres webinaires à faire. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.